Alors, déjà, évidemment, je vais très rapidement remercier à la fois la Soumise catholique dans son ensemble et particulièrement Guillaume. Tout le monde, évidemment, mais particulièrement Guillaume, parce que c'est avec lui que je suis le plus en contact. Et pour commencer, on va se mettre une petite image sympathique. Vous allez voir le derrière du décor. Alors, cette image, elle sert à illustrer quelque chose, évidemment. C'est qu'avant de commencer la conférence, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cette mauvaise nouvelle, c'est que nous vivons tous autant que nous sommes, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit toutes les personnes que vous connaissez et que vous connaîtrez jamais, dans un monde qui est absolument terrifiant. Pourquoi? Pourquoi on vit dans un monde terrifiant? Parce que, pour rappel, à moins que vous ne soyez pas sorti de chez vous depuis très très longtemps, vous savez qu'on vit sur la planète Terre. Et cette planète Terre, elle est absolument minuscule par rapport à ne serait-ce que l'astre qui est le plus proche, qui est le Soleil, comme on le voit sur cette image. Le Soleil, il est environ 1 300 000 fois plus grand qu'elle. Donc c'est déjà pas mal. On est déjà absolument minuscule par rapport à elle. Et ce Soleil-là, il est lui-même absolument infime si on le compare à la plus grande étoile connue dans l'univers, qui s'appelle Stephenson 218, c'est un très joli nom, et qui est 2150 fois plus grande. Donc nous, par rapport à certaines choses qui existent dans l'univers, on est absolument insignifiant. Ne serait-ce que le système solaire, par exemple, qui nous paraît familier, on connaît les planètes du système solaire, on connaît Mars, on connaît Neptune, on connaît Saturne. On a l'impression que c'est un voisinage proche, mais malgré ça, le système solaire, c'est quelque chose qui est absolument immense, qui est vide, qui est froid, qui est mortel. En 97, il y a la sonde de la NASA Voyager 2 qui est partie vers les confins du système solaire, et elle a dépassé Neptune, la dernière planète du système solaire, depuis que Pluton a été évincé, 12 ans plus tard. Donc 12 ans de voyage pour arriver jusqu'au bout. Ça illustre bien le fait que ne serait-ce que notre voisinage proche qu'on pense être familier, il est absolument immense. Donc on est tout petit. On vit sur une planète minuscule, dans un espace mortel et létal, parce que je ne vous conseille pas de vous balader dans l'espace si vous n'avez pas de protection, suspendu dans le vide. Et je suis désolé de parler de tout ça, parce que c'est à la fois d'une beauté folle, mais c'est aussi un peu angoissant. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est exactement ce dont on parlait respectivement Lovecraft et Junji Ito à leurs époques respectives. Et on va essayer de débroussailler un peu. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Lovecraft parce que j'imagine, si vous êtes ici, que vous savez qui c'est et que vous l'avez lu ou que au moins vous le connaissez. Mais on peut au moins se poser la question, déjà pour commencer, Junji Ito, c'est qui? Junji Ito, c'est lui. C'est un homme riant. C'est un homme qui est très souriant alors qu'il dessine des choses absolument innommables. C'est un auteur japonais, un mangaka, donc qui dessine des mangas, qui est un des plus grands mangaka d'horreur du Japon, aux côtés de sommités comme par exemple Kazuo Umezu. Et c'est quelqu'un qui a publié pour la première fois en 87 un manga qui s'appelait Tomie, qui raconte en bref l'histoire d'une jeune femme qui est très belle et qui est tellement belle que tous les jeunes hommes qu'elle rencontre sont tombent systématiquement amoureux d'elle, mais finissent aussi, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, il faut qu'il y ait une malédiction, par vouloir la tuer. Il la tue et elle revient d'entre les morts pour les tuer à son tour. Voilà, c'est une histoire qui est un peu plus proche voilà, avec des histoires de personnes qui reviennent d'entre les morts, un peu plus proche de l'horreur gothique. Donc c'est un peu moins Lovecraftien, même si Lovecraftien a parlé de ça aussi avec Herbert West, l'animateur aussi, par exemple. Mais c'est pas ce manga-là qui va nous intéresser. Les œuvres de Junji Ito qui vont nous intéresser le plus ce soir, c'est celles qui sont souvent les plus longues, mais qui sont aussi les plus Lovecraftiennes, qui sont Uzumaki, Dio et Elstar Remina. Mais on reviendra plus tard en détail dessus. Junji Ito, c'est pas quelqu'un qui a adapté Lovecraft de façon directe, comme Gutanabe. Gutanabe, vous le connaissez sûrement, c'est ce mangaka qui récemment a adapté en manga directement Les montagnes hallucinées de Lovecraft et La couleur tombée du ciel et d'autres. Non, Junji Ito, c'est quelqu'un qui assume et qui revendique une vraie filiation de l'œuvre de Lovecraft
Il a dit lui-même dans une interview qui a été donnée à Coyote Mag, qui est un magazine de manga, qui parle de manga, et je vais vous donner la citation exacte. Il disait ce n'est pas vraiment le mythe en lui-même qui m'intéressait, plutôt l'œuvre de manière générale et sa façon d'aborder l'horreur et l'indicible. Et c'est exactement ça qu'on trouve chez Junji Ito. Il raconte l'horreur de la même façon que Lovecraft, avec ce grand mot qui revient toujours quand on parle de Lovecraft, qui est l'indicible. Et l'indicible, c'est ce qu'on ne peut pas dire, c'est les choses qu'on ne peut pas dire, et par extension, les choses qu'on ne peut pas appréhender, les choses qui sont tellement grandes ou étranges que, voilà, chez Lovecraft, qu'on n'arrive pas à les voir ou à appréhender leur existence. Et chez Junji Ito et chez Lovecraft, cet indicible, il passe notamment par les détails, des choses qui paraissent anodines, mais qui, qui restent en fil rouge dans les récits et, et qui finissent par instiller de l'angoisse. Chez Lovecraft, on a par exemple quelque chose d'aussi bête qu'une couleur, dans la couleur tombée du ciel, par exemple. Il essaie de nous faire imaginer une couleur qui n'existe pas, et ce simple fait peut déjà être angoissant. Et par l'architecture aussi, dans Les Montagnes hallucinées notamment, mais dans beaucoup d'œuvres de Lovecraft, on nous fait visiter d'anciens temples, d'anciennes villes abandonnées, qui ont été construites pour être arpentées par des créatures qui ne sont pas humaines. Donc le simple fait d'observer des endroits qui ne sont pas faits pour une physiologie humaine, un corps humain, c'est déjà quelque chose qui est très particulier. Et puis voilà, il nous présente des architectures non euclidiennes, avec des colonnes cyclopéennes, évidemment, qui est un des meilleurs adjectifs qui existent au monde et qui est surutilisé chez Lovecraft. Et chez Junji Ito, on va avoir des détails comme par exemple une odeur dans Gyo, le manga Gyo, dans lequel les protagonistes, notamment une protagoniste, ressent constamment une odeur de pourriture qui la terrifie. Et une forme dans Uzumaki, la forme de la spirale, mais encore une fois, on reviendra en détail dessus dans quelques temps. Par rapport aux détails, Lovecraft, dans une autre interview, il avait dit, je vais redonner une citation, que Junji Ito avait dit « Si Lovecraft m'a appris une chose, c'est que la meilleure façon d'effrayer les gens est de décrire une peur qui n'est pas visible, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent quand même. » C'est exactement ce dont on parle avec les détails, avec l'indicible. Donc c'est un descendant spirituel de Lovecraft, il le revendique, il a même dessiné Lovecraft lui-même, et il explore à sa manière l'horreur cosmique, qui est un genre littéraire, une forme de genre littéraire, ça englobe beaucoup de choses, dont Lovecraft est le plus célèbre représentant. On va parler du coup un peu d'horreur cosmique, on va voir ce que c'est. L'horreur cosmique, c'est quelque chose qui englobe toutes les œuvres qui dépeignent des mondes qui sont... En fait, tout ce dont j'ai parlé en introduction, c'est-à-dire des mondes dans lesquels l'humain est insignifiant, dans lesquels l'univers est absolument trop grand et immense pour être compris, et dans lesquels les pauvres humains qui essayent de comprendre le monde dans lequel ils vivent plaquent des concepts mathématiques, physiques, des concepts comme les mathématiques ou la physique, qui sont des choses qu'il a appliquées sur les choses de la nature pour les comprendre, pour comprendre un monde qui le dépasse. Vous le savez si vous avez lu Lovecraft, chez Lovecraft, le savoir, c'est quelque chose qui est très dangereux. Chez Lovecraft, les protagonistes essayent toujours d'en savoir plus sur le monde, sur l'univers, c'est des intellectuels, et ils essaient toujours de se rapprocher plus de la réalité, de la vérité, d'une certaine forme de réalité, et c'est quelque chose qui systématiquement les plonge dans la folie, puisque au choix, les protagonistes de Lovecraft finissent toujours soit par devenir fous, soit par se suicider, soit par mourir, soit parfois par devenir eux-mêmes des monstres. Cette horreur cosmique, c'est quelque chose que on peut aussi, j'aime bien le définir sous le terme de vertige cosmique, parce que le vertige, c'est vraiment ce sentiment qu'on peut avoir face à, quand on regarde les étoiles, par exemple, et qu'on se rend compte que cet univers est tellement grand par rapport à nous. On a un vrai vertige, et ce vertige, c'est par exemple ce qu'avait pu
ce qu'avait déjà pu exprimer Pascal, Blaise Pascal dans ses pensées, quand il donnait cette fameuse phrase qui est magnifique. Et cette phrase qui est la suivante: le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Déjà, elle est très agréable à entendre et en plus, elle dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Lovecraft, donc, pour revenir à lui, pour parler de Junji Ito, c'est quelqu'un qui se base sur ce grand mot qui est l'indicible. Ça, c'est le dessin de Lovecraft, dessiné par Junji Ito, dont je parlais plus tôt. L'indicible, donc, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne doit pas surtout, c'est ce qu'on ne doit surtout pas voir en fait, parce que c'est trop terrifiant pour nous, parce que c'est quelque chose qui est trop terrible, trop affreux, et quelque chose dont l'existence même en fait est inimaginable, comme les distances incommensurables de l'univers et comme les grands anciens de Lovecraft, qui sont tellement terrifiants qu'on ne peut pas les imaginer. Si on les voit, on devient fou. C'est pour ça que la narration de Lovecraft, elle est, par essence, par définition, elle est empreinte de mystère. Lovecraft, il a créé un panthéon de monstres. Il a créé Cthulhu, il a créé Nyarlathotep, il a créé Shub-Niggurath, il en a créé plein d'autres, Dagon, etc. Mais les grands anciens de Lovecraft, même si on les appelle des dieux, c'est pas des dieux comme les dieux de Tolkien, par exemple. Chez Tolkien, on a Eru Ilúvatar qui a chanté la grande chanson et qui a créé le monde, qui a saupoudré la vie. Tout le monde y a mis de sa patte. Il y a des rapports entre les dieux, Melkor, etc. Il y a une vraie cohérence, il y a une vraie cosmogonie et un vrai panthéon. Chez Lovecraft, non, les grands anciens, on ne connaît pas ou très peu leur origine. Il suffit en fait d'exister pour dominer l'humain par leur simple existence. Et on ne connaît pas leur origine et en fait on s'en fout complètement. Parce que l'important chez Lovecraft, c'est pas de raconter ça, c'est pas de dresser un panthéon cohérent, c'est de transmettre des émotions à travers tout ça, en fait, de transmettre quelque chose. Il le fait différemment de Tolkien, par exemple. Et le mythe de Cthulhu, d'ailleurs, c'est un terme c'est quelque chose qui a été développé post-mortem, après la mort de Lovecraft. C'est Auguste Derleth, par exemple, qui était un de ses grands amis et écrivain, parce que vous le savez, Lovecraft avait une grande correspondance épistolaire avec beaucoup de gens. Et c'est ces gens-là qui ensuite ont remis des choses ensemble et ont créé ce qu'on appelle un petit peu ce qu'on appelle maintenant le mythe de Cthulhu. Donc les dieux de Lovecraft, c'est pas des dieux vengeurs ou miséricordieux comme ceux qu'on retrouve dans les dieux bibliques des Deux Testaments, par exemple. C'est des formes de vie, tout simplement, qui sont venues d'ailleurs. C'est des créatures cosmiques ou extraterrestres ou qui reposent au fond de l'océan, comme Cthulhu, sur lesquelles l'humain a posé le concept de Dieu. Et qui voient en fait l'humanité comme des fourmis grouillantes, mais qui n'ont absolument aucune espèce d'importance. De la même manière que, bien avant, Voltaire, dans Micromégas, avait présenté des géants de 30 km de haut qui viennent du cosmos et qui visitent la Terre et qui voient les humains comme des sortes d'insectes qui se bercent de concepts stupides. D'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse par rapport à tout ça, Lovecraft, c'est quelqu'un qui, en amenant tous ces concepts, a inspiré en bonne partie cette fameuse théorie extrêmement farfelue et malheureusement conspirationniste des anciens astronautes qui veut que, des gens pensent ça, que des extraterrestres nous aient visités il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années, et nous aient apporté alors au choix soit le savoir, soit ce soit hybridé avec nous, donc ce soit reproduit avec nous, soit nous aient manipulés génétiquement, soit nous aient carrément créés génétiquement. C'est une théorie conspirationniste qui existe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans l'œuvre de Lovecraft, dans Les Montagnes hallucinées, dans la nouvelle dans laquelle on apprend à un moment donné que l'espèce humaine a été créée par une ancienne espèce qui arpentait la Terre avant nous, évidemment, et qui nous a créés pour lui servir d'esclaves. Pour parler de toutes ces entités extraterrestres, il y a cette fameuse citation d'Arthur Charles Clarke, qui est l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, le livre qui a inspiré le film de Kubrick,
qui disait deux possibilités existent, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Et d'ailleurs, si vous voulez vous la péter un peu en soirée Lovecraft, Arthur Clarke, c'est quelqu'un qui a aussi écrit un livre parodique de Lovecraft qui s'appelle Les montagnes hallucinogènes. Mais bon, ça, c'est juste pour déconner. Donc, à la question est-ce qu'on est seul dans l'univers, Lovecraft et Junji Ito, ils y répondent évidemment d'une même voix. Ils répondent pour dire que non, on n'est pas seul. Et pour eux, s'il y a autre chose dans l'univers, c'est quelque chose qui est évidemment différent, quelque chose qui est une forme de vie qui est évidemment invraisemblable, qui est tellement différente de nous, de nos concepts, que la confrontation avec elle se fera forcément dans l'horreur. Parce que nous sommes coincés dans le confort de notre vision humaine, de notre cerveau, et qu'on peut tellement peu concevoir autre chose que si on rencontre autre chose de très différent, ce sera forcément horrible. Et ça se passera forcément mal. Malheureusement, chez Lovecraft, c'est des concepts en sous-texte qui peuvent être évidemment interprétés à travers le prisme de son racisme exacerbé, puisque évidemment Lovecraft était, comme on le sait, quelqu'un qui était certes le produit de son époque, mais qui était même pour son époque quelqu'un d'extrêmement xénophobe et d'extrêmement raciste, et qui à travers ça pouvait parler aussi de sa peur d'autrui, de sa peur de la différence. Et quand dans les récits de Lovecraft, on parle de villes gigantesques, de civilisations incroyables qui ont arpenté la Terre, qui ont développé de la culture, qui ont développé des langages, qui ont développé de l'architecture avant même, alors que l'humain était encore en fait une pauvre soupe de cellules qui grouillait dans les océans, dire ça chez Lovecraft, c'est considérer que l'espèce humaine, la nôtre actuellement, n'est qu'une espèce qui est résidente de la Terre. On a tendance à considérer que la Terre nous appartient, que c'est notre planète, la planète du genre humain, mais ça, c'est considérer que c'est une espèce qui est uniquement résidente, fugace, qui fait un passage fugace, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant nous. Nous, on est là le temps d'un clignement d'œil, et ensuite, il y aura quelque chose d'autre. Contrairement à l'héliocentrisme qui, pendant très longtemps, nous a persuadé qu'on était au centre du monde. Voilà. C'est quelque chose qui nous rappelle, encore une fois, qu'on est juste des âmes perdues sur une planète qui tourne autour d'une étoile, qui est une étoile perdue parmi les environ 300 milliards d'étoiles de la Voie lactée, et dans l'univers, il y en a encore plus. Junji Ito, à son époque, il s'est approprié tout ça. Il se l'est approprié et il l'a représenté différemment. Parce que Junji Ito, on l'a déjà dit, et vous le savez, c'est un mangaka, quelqu'un qui dessine des mangas, donc c'est quelqu'un qui, par l'essence même du médium qu'il utilise et de l'art qu'il utilise, montre les choses. Contrairement à la littérature qui passe par le prisme de l'imagination, qui passe, mine de rien, quand même par le cerveau, le dessin aussi, mais on passe moins par l'imagination, par la conception et l'imaginaire. Et il y a un paradoxe là-dedans. Il y a un paradoxe parce que comment est-ce qu'on représente l'indicible quand on veut faire s'inspirer de Lovecraft? Comment on représente ce qu'on ne peut pas voir ou montrer en le montrant? Et pour faire ça, Junji Ito, il utilise un sous-genre de l'horreur qu'on appelle le body horror. Alors, c'est pas joli, mais je vais le montrer quand même. Ça, c'est les planches les plus connues d'Uzumaki. La définition du body horror, c'est que c'est un genre d'horreur dans lequel on va prendre les corps humains et les déformer de façon la plus atroce possible, les mutiler comme de la pâte à modeler, en faire n'importe quoi. Ça rentre directement dans le gore, hein, c'est des choses qui sont très très gore, et c'est des choses qu'on va retrouver par exemple au cinéma, chez John Carpenter avec The Thing, chez Cronenberg avec La Mouche, et chez Clive Barker avec Hellraiser. Donc on assiste à des corps qui sont totalement distordus et mutilés, et qui n'ont en fait quasiment plus de limites, plus d'enveloppe physique. De la même manière que les Shoggoths, la créature des Shoggoths chez Lovecraft, sont des créatures qui n'ont pas d'enveloppe physique, c'est-à-dire c'est des créatures qui sont toujours très changeantes. Et ça fait un point commun donc entre Lovecraft et entre Junji Ito, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux
un style paradoxal. Parce que Lovecraft lui-même, à son époque, et enfin encore maintenant, enfin, quand on lit ses œuvres, Lovecraft, c'est quelqu'un qui a un style qui est paradoxal par rapport à ce qu'il raconte, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement verbeux, quelqu'un qui fait énormément de descriptions, au point où, si on voulait faire des comparaisons un peu hasardeuses, parce que c'est la littérature américaine, donc c'est pas vraiment comparable, mais on pourrait presque le comparer à du réalisme ou à du naturalisme. C'est-à-dire que Lovecraft va pouvoir, sur 3 pages, euh, décrire un couloir à la géométrie non euclidienne, un temple, ou décrire une créature absolument innommable, de la même manière que Balzac peut décrire une poignée de porte ou une pension sur 3 pages aussi. Et en fait, c'est cet extrémisme, cette vraie radicalité dans le style et dans la façon de montrer les choses euh, qui sert l'indicible, parce que les choses sont trop détaillées pour être définissables. On les détaille tellement, on en parle tellement, il y a tellement de détails qui foisonnent dans tous les sens tellement rapidement que on n'arrive même plus vraiment à s'en faire une représentation. Et en fait, chez Junji Ito, le body horror, le fait de déformer les corps et d'en faire des choses horribles en partant d'un corps humain, en les ouvrant, en les découpant, en faisant des mutations avec des insectes et des choses terribles comme ça, en les faisant fondre, par exemple, c'est quelque chose qui participe, dans l'œuvre de Junji Ito, à rendre les humains inhumains, à rendre les corps inhumains. Et en fait, être confronté à ça, c'est quelque chose qui nous rappelle, avant tout, qu'avant d'être des êtres pensants, avant d'être des individus qui ont créé des choses incroyables comme la culture, comme l'art, comme la musique, et toutes ces choses comme des civilisations entières, avant tout, on reste rien d'autre que des tas de viande. C'est ça que nous rappelle le body horror. Et c'est terrifiant parce que nous rappeler qu'on est des tas de viande, ça nous rappelle qu'on est très fragile. Et c'est aussi ce que pouvait montrer un écrivain de science-fiction américain qui s'appelle Thierry Bisson, dans une de ses nouvelles qui s'appelle They're Made Out of Meat, donc nous sommes faits de viande, ils sont faits de viande, et qui est une nouvelle très courte, qui est juste un dialogue entre deux extraterrestres qui arrivent à proximité de la Terre ou qui ont visité la Terre et qui discutent tous les deux de l'espèce humaine et qui se rendent compte effectivement que les humains sont faits de viande. Et ils trouvent ça tellement incroyable, tellement grossier et tellement trivial que les humains soient faits de cette substance étrange qu'est la viande, qu'on communique avec notre langue faite de viande, qu'on réfléchisse avec notre cerveau fait de viande, qu'on arrive à concevoir des idées alors qu'on est de la viande. Ils trouvent ça tellement innommable et dégueulasse en fait qu'ils s'en vont sans même nous contacter. On va entrer un petit peu plus sur l'horreur cosmique chez Junji Ito avec son manga, un des plus longs et celui qui est le plus proche du genre de l'horreur cosmique, qui s'appelle Uzumaki. Uzumaki, c'est un manga qui raconte l'histoire d'une petite ville paisible du Japon, qui, comme beaucoup de petites villes paisibles du Japon, est située entre les montagnes et la mer, et qui, soudain, un jour, commence à être soumise à euh, une malédiction qui est sous le signe de la forme de la spirale. C'est-à-dire que ça va commencer avec un homme qui commence petit à petit à avoir une obsession malsaine pour les spirales, qui va s'enfermer dans sa chambre en collectant des objets en forme de spirale et qui va passer sa journée à les observer, à être fasciné par ça, et qui va finir par vouloir lui-même devenir une spirale en créant un dispositif étrange, et il va lui-même réussir à se déformer son corps de façon atroce pour devenir lui-même une spirale. On a ensuite, par exemple, des hommes escargots qui vont naître. Ils ont une coquille en forme de spirale. Et on rentre très loin dans le fantasme, puisque dans quelques chapitres plus loin, on arrive à un moment donné où le symbole de la spirale est inscrit dans l'air même. Et le simple fait de faire un mouvement dans l'air va créer de grands tourbillons qui vont tout détruire. Des tourbillons qui, évidemment, sont des ouragans et qui ont une forme de spirale eux-mêmes. Et cette malédiction, on se rend compte, évidemment, qu'elle vient d'une ville enfouie très profondément sous la terre, avec une architecture uniquement composée de spirales, et qui, depuis le début,
influence par sa malédiction la ville qui était située au-dessus. Ça, c'est un concept très Lovecraftien aussi, comme on disait tout à l'heure, d'avoir une ville ancienne enfouie quelque part et qui a une influence sur le reste du monde avec une forme de malédiction. Et le symbole de la spirale, en fait, dans Uzumaki, Uzumaki, ça veut dire spirale. Uzumaki, Naruto Uzumaki, dans Naruto, il a une spirale sur son bandeau parce que ça veut dire spirale, tout simplement. Le symbole de la spirale, il n'est pas anodin. Parce que déjà, on peut considérer qu'il représente en lui-même l'horreur cosmique. Parce qu'il représente le vertige, il représente l'hypnose, il représente l'infini, parce qu'il est concentrique. Et en fait, il représente l'hypnose parce que les personnages de Junji Ito, comme de Lovecraft, sont hypnotisés. Ils perdent leur libre arbitre. Un personnage de Lovecraft, il perd son libre arbitre quand il commence à s'enfoncer dans sa quête de savoir. Il s'enfonce de plus en plus dans l'horreur. Il ne peut pas s'empêcher de s'enfoncer dans l'horreur de plus en plus. De la même manière que le lecteur qui est face à une œuvre, à un roman, une nouvelle de Lovecraft ou un manga de Junji Ito, un lecteur, il est pris dans la fascination, dans le suspense, il a envie de tourner les pages les unes après les autres. Il continue, lui aussi, à s'enfoncer de plus en plus dans l'horreur, de la même manière que les personnages le font. Donc lui non plus, il n'a pas de libre arbitre. Et les personnages de Junji Ito dans Uzumaki sont condamnés une fois qu'ils ont aperçu le symbole de la spirale, de la même manière que les personnages de Lovecraft sont condamnés une fois qu'ils ont lu un ouvrage maudit ou interdit, comme le Necronomicon par exemple, ou qu'ils ont posé le regard sur une statuette de Cthulhu par exemple, ou qu'ils ont vu une ville étrange en rêve après un voyage cosmique. Parce que les protagonistes de Lovecraft, ce sont souvent des intellectuels, parfois des journalistes, parfois des scientifiques, parfois des détectives aussi, et c'est des gens qui sont systématiquement et irrémédiablement attirés par le savoir, par la soif d'en savoir plus, par la soif d'en savoir plus sur le monde qui les entoure, ce monde qui est terrifiant. C'est pour ça que Lovecraft parle beaucoup de science aussi. Et, et cette soif de savoir, elle va toujours finir par causer leur perte. Elle va finir par les rendre fous ou par les tuer. De la même manière que le lecteur continue à s'enfoncer dans l'horreur. C'est comme regarder dans un télescope. C'est comme regarder dans un télescope, voir un astre qui est extrêmement loin de nous et se rendre compte que certes, c'est magnifique, certes, c'est une poésie folle de voir ça, de voir cet infini, de voir ces espaces immenses, mais c'est aussi absolument terrifiant. De façon plus terre à terre aussi, le symbole de la spirale chez Lovecraft, je vais vous redonner une citation chez Junji Ito, pardon. Je vais vous redonner une citation de Junji Ito par rapport à Uzumaki qui disait que les dessinateurs de manga font souvent une spirale sur les joues des personnages pour leur donner un côté sympathique. Dans les mangas, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais dès que le trait est précis et vraiment concentrique, Junji Ito trouve que la spirale devient malsaine et inquiétante, et c'est quelque chose qui me fascine. Le motif de la spirale, on le retrouve aussi beaucoup chez Lovecraft. Enfin, de temps en temps chez Lovecraft, c'est un motif ésotérique. Et c'est un motif qu'on retrouve aussi dans Le Roi en jaune de Robert Chambers, qui est un recueil de nouvelles, et qui est un recueil de nouvelles que vous connaissez si vous avez regardé True Detective, parce qu'on en parle beaucoup dans True Detective. C'est même l'antagoniste, le Roi en jaune, parce que ça reprend la vie de Carcosa aussi, qui est présent dans le Roi en jaune. Et c'est une grande inspiration de Lovecraft. Quand on lit les nouvelles du Roi en jaune, c'est presque du proto-Lovecraft, en fait. Parce que dans le Roi en jaune, souvent les protagonistes, à un moment donné dans leur histoire, sont confrontés au signe jaune, qui est le signe du Roi en jaune, ce fameux monarque étrange et terrifiant qui règne sur la terrible ville de Carcosa. Rien que ça, c'est très Lovecraftien. Et une fois qu'on est confronté au Roi en jaune, au signe en jaune, on est foutu. Comme dans Lovecraft, on lit les Necronomicon, on est cuit. Une semaine après, on finit par se suicider parce que la vie n'est plus tolérable, parce qu'on a vu trop de choses. Et donc Junji Ito, il détourne donc le symbole de la spirale avec des tourbillons, des coquilles d'escargot ou des boucles de cheveux, par exemple. C'est encore une fois, le diable est dans les détails. Dans l'horreur du quotidien, au détour d'une rue, de nuit comme de jour, l'horreur est absolument partout. Il y a une autre œuvre de Junji Ito qui est très imprégnée d'horreur cosmique. Là, pour le coup, elle est très, très cosmique au sens propre, parce que c'est une œuvre qui s'appelle Elstar Remina, et qui, en fait, présente un futur proche dans lequel un scientifique découvre une planète
très loin dans le cosmos. Et vu que c'est lui qui la découvre, il a le droit de lui donner un nom. Donc il nomme cette planète, il lui donne le nom de sa fille qui s'appelle Remina. Donc la planète s'appelle Remina, comme sa fille. Le problème, c'est quand même un petit problème, c'est que cette planète, on se rend vite compte qu'elle commence à dévorer d'autres astres, d'autres planètes. Et elle se dirige très rapidement vers le système solaire, dévore le système solaire et arrive près de la Terre et menace de la dévorer à son tour. Et sur Terre, l'humanité entière, quasiment, même commence à mener une grande chasse aux sorcières contre Remina, la fille, en étant persuadée que si la planète vient nous dévorer, c'est parce qu'il y a Remina, la fille, qui est ici et qu'il y a une connexion entre les deux. La planète Remina, on la voit ici, avec sa grande langue, une... elle a le même rôle que la spirale d'Uzumaki. Elle représente l'infini, évidemment. C'est presque un morceau d'infini. C'est littéralement un morceau d'infini qui nous vient, qui nous arrive depuis, puisqu'elle nous arrive depuis l'autre bout de l'univers. Elle arrive à nos portes et elle a une apparence humaine et absolument terrifiante. Elle a des yeux, elle a une bouche, elle a une langue, elle a des dents. Et la question qui arrive en sous-texte, en fait, quand on lit Elsa Remina, c'est pourquoi est-ce que cette planète vient nous voir, nous? Elle vient nous voir parce que dans le récit, elle a un contact visuel, ça c'est terrifiant aussi comme image. Le fameux scientifique, dans sa lunette, a un contact visuel avec la planète alors qu'elle est à des années-lumière d'ici. Elle tourne son œil vers lui alors qu'elle est très loin. Et, et c'est à ce moment-là qu'elle se dirige vers nous. Mais pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est une chose sans conscience qui agit uniquement par instinct? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre naturel des choses, de détruire l'univers, comme un petit peu on peut retrouver souvent dans la science-fiction, les cycles de destruction comme ça? Ou est-ce que c'est une sorte de dieu ou de créature qui a sa volonté propre et qui a décidé de venir nous détruire, nous? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et on n'a pas de réponse parce qu'en fait, cette planète, c'est l'équivalent dans ce manga de Junji Ito des grands anciens de Lovecraft. C'est quelque chose qui est immense, qui est beaucoup plus grand que nous, qui a une apparence repoussante et terrifiante, et dont la simple existence nous ramène à notre petitesse. Alors, Lovecraft, c'est quelqu'un qui a parlé de beaucoup de choses. Quand on lit Lovecraft, les œuvres de Lovecraft, ça parle d'énormément de thèmes. Lovecraft, c'est le rêve. Lovecraft, c'est la poésie aussi. Lovecraft, c'est les voyages cosmiques, les grandes villes, les dieux enfouis, etc. Mais c'est aussi, évidemment, Lovecraft, c'est l'océan. Il fallait qu'on y arrive à un moment donné. Lovecraft, c'est l'océan, Lovecraft, c'est la mer, c'est Cthulhu, c'est relié, c'est des tentacules, c'est tout ça. Voilà, il fallait qu'on en parle. Et Junji Ito, évidemment, il a aussi parlé de l'océan dans plusieurs de ses mangas. Et le plus grand représentant des mangas qui parlent d'océan chez Junji Ito, c'est Gyo. Ça s'appelle Gyo, G-Y-O. Gyo, c'est un manga dans lequel soudainement des créatures sortent de la mer pour envahir la Terre. Et c'est des créatures qui sont en fait des créatures marines, des requins, des baleines, des poulpes, des seiches, des poissons, qui sont munis de pattes mécaniques. On sait pourquoi elles ont ces pattes, mais je vous laisse le lire pour l'apprendre. Elles sont munies de pattes mécaniques et elles envahissent la terre ferme, et évidemment, elles bouffent les humains parce que sinon, c'est pas marrant. Et donc, ces créatures-là, évidemment, c'est un petit peu l'équivalent chez Junji Ito des profonds de Lovecraft, qui sont des créatures qui sortent de l'eau dans le cauchemar d'Innsmouth, notamment, pour rencontrer les humains. Mais pourquoi est-ce que le thème de l'océan est aussi important chez Lovecraft et par extension chez Junji Ito? Pourquoi les profonds? Pourquoi Cthulhu? Pourquoi Relié? Pourquoi les tentacules? Pourquoi Gyo? Pour comprendre pourquoi l'océan c'est aussi important, en fait, il faut le comparer à ce dont on parle depuis tout à l'heure, il faut le comparer à l'espace, au cosmos. Parce qu'en fait, à l'échelle de la Terre, l'océan, c'est l'infini. C'est quelque chose qui, comme on peut voir l'espace au-dessus de nous,
si on s'imagine perdu en train de nager à la surface au large dans un océan, au-dessus de nous, on a l'espace infini. En dessous de nous, on a un espace infini. On a des kilomètres d'eau dans lesquels se trouvent des choses qu'on a du mal à imaginer, tellement c'est grand. C'est quelque chose qui instille la peur du vide et de la vie inconnue. Il y a cette fameuse phrase qui veut qu'on connaisse moins les fonds marins que la surface de la Lune, par exemple. Rien que ça, c'est quelque chose qui est angoissant. Sur Terre, il existe sous les océans des fosses océaniques, comme par exemple Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, qui fait 11 km de profondeur. C'est quand même c'est beaucoup. Et ça, c'est quelque chose, quand on imagine voilà, les abysses à 11 km de profondeur, le fait que la vie soit totalement différente et dû s'adapter, qu'il fasse noir tout le temps, qu'il fasse froid. Et c'est quelque chose qui fait courir l'imagination, évidemment, sur les créatures qui peuvent s'y trouver. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a des créatures comme Cthulhu qui existent, parce que c'est quelque chose qui vient directement de l'imagination qui court par rapport aux créatures qu'on peut retrouver dans les abysses. Il y a des créatures qu'on connaît, enfin, des créatures fantasmées, parce qu'on ne connaît pas tout ce qui se passe, tout ce qui existe, tout ce qui évolue dans les abysses. Mais il y a aussi des créatures connues dans les abysses, et qui, en fait, pour certaines, ont vraiment des airs extraterrestres et sont vraiment inquiétantes, comme par exemple ce magnifique calamar géant, qui est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui est de toute beauté. Celui-là, il a été pris en photo dans les eaux japonaises. Et mon préféré personnel, le Magnapina, qu'on appelle aussi le calamar au long bras, qui a été pris sur cette capture d'écran dans le golfe de Mexico. Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien avec Lovecraft et avec l'infini et avec la peur des créatures étranges, que ce soit des créatures extraterrestres ou des créatures qui sont chez nous, sur notre planète. C'est le fait de se dire que là, depuis tout à l'heure, on parle, on discute, enfin c'est surtout moi qui discute, mais on pourra discuter après. Et on se doute de rien, on se dit tout va bien, etc. Mais en ce moment même, il y a ce truc-là qui existe, sous l'eau quelque part. Et il y en a plein des comme ça. Et c'est très bien, ils ont le droit d'exister, évidemment. Et c'est magnifique qu'ils existent parce que c'est une super belle créature en plus. Mais c'est super flippant. Et ça, voilà, tout ça c'est pour dire que l'océan c'est quelque chose de terrifiant, évidemment, de la même manière que l'espace est terrifiant. C'est pour cette raison-là qu'on retrouve l'océan de façon très fréquente chez Lovecraft et par extension chez Junji Ito. On va en revenir à Gyo, le manga Gyo. Donc, les créatures sortent de terre avec leurs pattes mécaniques, etc. Mais en fait, la vraie terreur du manga Gyo, c'est pas la même terreur que celle de Lovecraft, en l'occurrence, par rapport à l'océan. Je vais vous parler de la fin de Gyo, mais c'est pas grave. Vous aurez toujours beaucoup de plaisir à le lire, même si vous savez ça. À la fin de Gyo, l'humanité se soumet d'elle-même à ces fameuses machines étranges. Ces créatures qui sont venues sur Terre avec des pattes mécaniques, en fait, on a des dispositifs, c'est assez compliqué à expliquer. Mais je vais vous le montrer, attention, c'est pas forcément facile à voir. Les humains, en fait, vont finir par se coucher sur ces dispositifs mécaniques et de leur plein gré, par une sorte d'hypnose ou de fascination, encore une fois, se coucher dessus. Et alors, c'est pas ragoûtant, hein, mais se coucher dessus et être propulsé par des tubes avec les gaz de leur propre putréfaction. Junji Ito, voilà, c'est pas toujours rigolo. Hein. Et en racontant ça, en fait, Junji Ito, il raconte une humanité qui se transforme de son plein gré en une seule et unique entité monstrueuse. Parce que ces créatures qu'on voit à l'écran là, qui sont des humains, elles n'ont plus aucun libre arbitre, elles n'ont plus aucun choix, elles n'ont plus d'individualité, elles n'ont plus d'humanité, elles sont devenues des monstres, elles sont devenues un seul monstre qui a une seule grande pensée collective. Et on retrouve ça dans Uzumaki aussi, parce que dans Uzumaki, on a un passage où des personnes se massent tellement dans des cabanes qui finissent par tous fusionner les uns avec les autres pour ne plus, encore une fois, créer qu'une grande seule entité difforme.
Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans un autre manga de Junji Ito, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui, parce que c'est un thème important, cette perte de l'humanité et le fait de devenir des monstres nous-mêmes. Un manga qui s'appelle Army of One, dans lequel, encore une fois, par une sorte d'hypnose étrange, ésotérique, qu'on ne comprend pas vraiment, qui est diffusée par une sorte de groupuscule à travers des messages radio et des tracts, les gens d'une ville japonaise sont poussés à se tuer, à s'assassiner les uns les autres et à à coudre leurs cadavres les uns aux autres. Et encore une fois, on retrouve dans cette nouvelle, dans ce manga, cette notion de, voilà, d'une humanité qui, par elle, c'est aussi important, c'est par elle-même, a décidé de ne plus former qu'une seule grande entité monstrueuse. C'est un genre d'hybridation entre l'humain et le monstre qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le Cauchemar d'Innsmouth, de la nouvelle de Lovecraft, puisque dans le Cauchemar d'Innsmouth, les profonds, donc les serviteurs de Cthulhu, en quelque sorte, et de Dagon, dans ces deux Dagons, sortent de l'eau, de l'océan, pour donner de la richesse aux humains, mais en échange, s'hybrider avec eux génétiquement, c'est-à-dire se reproduire avec eux et créer une nouvelle race d'hommes-poissons qui sera le pied-à-terre de Dagon sur Terre. Alors, cette peur de l'hybridation, encore une fois, malheureusement, chez Lovecraft, elle vient notamment dans le sous-texte de son racisme exacerbé, parce que chez Lovecraft, la peur de l'hybridation génétique, évidemment, c'est quelque chose qui vient aussi de sa peur du mélange des populations noires et blanches, par exemple. Mais heureusement, chez Junji Ito, c'est pas du tout ça. Chez Junji Ito, en fait, montrer tout ça, montrer l'humanité et l'individualité qui disparaît, c'est montrer l'humain qui finit par ne plus faire qu'un avec l'horreur. C'est-à-dire que, voilà, on parlait tout à l'heure de cette fascination de rentrer de plus en plus dans l'horreur, que ce soit chez les protagonistes de Lovecraft et Junji Ito ou chez les lecteurs, chez les lecteurs. Et en fait, cette fascination, au bout d'un moment, elle va trop loin. Elle va tellement loin, on a été tellement hypnotisé, on a tellement suivi notre soif de connaissance, notre soif d'en savoir plus, qu'on a fini par embrasser l'horreur, totalement. On a fini par l'embrasser jusqu'à finir nous-mêmes des monstres et à la devenir nous-mêmes. Et ça, chez Junji Ito, c'est extrêmement récurrent et c'est absolument terrifiant, évidemment. Et c'est terrifiant en plus parce que c'est quelque chose qui est voulu, qui est volontaire de la part des humains. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit au tout début, j'ai effectivement une mauvaise nouvelle. On vit dans un monde qui est terrifiant. J'ai une autre mauvaise nouvelle, on mourra tous un jour. Ça, vous le savez déjà, mais il fallait bien le dire. Il fallait le dire ce soir, il faut que la vérité soit dessus. J'ai encore une autre mauvaise nouvelle, c'est que le fait qu'on soit tous nés, qu'on ait tous eu une existence sur Terre et qu'on meurt tous un jour, ça n'aura aucun semblant d'incidence ou d'impact sur le cours du temps ou le cours de l'univers. Parce qu'on n'est rien de plus, pour en mettre une couche quand même, on n'est rien de plus qu'une chose minuscule, perdue sur une planète minuscule, perdue dans un système minuscule, perdue dans une galaxie qui pour nous est incommensurable, mais qui est minuscule par rapport aux amas de galaxies, aux super amas de galaxies, à l'univers lui-même. Alors heureusement, dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui font oublier ça. Il y a l'amour, les sentiments, l'amitié, l'art, la passion, le travail aussi d'une certaine manière. Tout ça, c'est des choses qui, voilà, qui nous font oublier qu'on n'est rien d'autre que des âmes perdues sur un vaisseau spatial qui vogue dans l'espace. Après, malgré les leçons de nihilisme que je fais depuis tout à l'heure, les leçons de nihilisme que je fais depuis tout à l'heure, il faut évidemment pas oublier que la vie, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de précieux. On est tous très heureux d'être en vie. Et il ne faut pas tomber évidemment dans le relativisme. Ce n'est pas une raison pour se dire ah bah, puisque de toute façon rien n'a de sens, puisque de toute façon on est un petit grain de sable perdu dans l'univers et que ce que je fais n'aura aucune incidence sur le monde, je peux partir dans la rue à poil et puis mettre des coups de couteau à des gens. Non, c'est pas possible. J'aurais pas dû dire ça là tout de suite ce soir. Putain,
Mais lire Lovecraft ou Junji Ito, c'est se rappeler l'espace de quelques heures. C'est se rappeler tout ça à l'espace de quelques heures, en fait. C'est se rappeler effectivement qu'on est des entités perdues dans le monde, dans l'univers. Et c'est ça qui rend terrifiant, en fait. C'est pas les tentacules, c'est pas les corps déformés du body horror, c'est pas tout ça. Ce qui rend Junji Ito et Lovecraft terrifiants, le cœur même de la peur qu'ils instillent, c'est la perspective même de l'infini et de l'humain confronté à l'infini et qui est tellement minuscule face à l'infini. Et le meilleur moyen d'appréhender tout ça, c'est une photo que vous reconnaîtrez sûrement. Je vais me baser sur une date, c'est le 5 septembre 1977. On a la sonde Voyager 1, qui est la cousine de la sonde Voyager 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été lancée par la NASA et qui, elle aussi, s'est dirigée vers les confins du système solaire. Actuellement, Voyager 1, c'est l'objet fabriqué par les humains le plus lointain de la Terre qui soit. Il a dépassé Neptune depuis un moment. Neptune, donc, qui, depuis que Pluton n'est plus dans le système solaire, est la dernière planète du système solaire, il a dépassé Neptune et il se dirige tranquillement, lentement, mais sûrement vers le nuage de Oort, qui est un grand amas de débris immense, qui est situé aux confins du système solaire et qui est lui-même extrêmement loin de nous, à une distance qu'on peut à peine imaginer. Et donc cette sonde, elle a fait son petit chemin, et le 14 février 1990, elle s'est retournée l'espace d'un instant, et elle a pris certaines des photos, si ce n'est les photos les plus incroyables qui aient jamais été prises dans l'histoire de l'humanité, que la NASA a appelé le portrait de famille, parce qu'on y voit les planètes du système solaire. Et dans ces photos, on a une photo de la Terre qui a été prise à 6 milliards de kilomètres. 6 milliards de kilomètres, c'est une distance qui est incroyable, qui est celle-ci, qui s'appelle le Pale Blue Dot, le point bleu pâle, et qui est le cliché de la Terre le plus lointain qui ait jamais été pris. Donc cette photo-là, elle a été prise à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Et on voit la Terre qui est ce petit point qui est suspendu dans un rayon de soleil. Et il y a le célèbre astronome américain Carl Sagan, dans son livre intitulé Pale Blue Dot, il parle de cette photo, parce que c'est sur sa demande que la sonde a fait demi-tour a fait un volte-face pour prendre une photo. Et il a une longue citation qui parle de cette photo, dont je vais donner un extrait, parce qu'il est absolument magnifique, et qui est le suivant. Regardez ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. La somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Et cette citation, elle est magnifique, et c'est la chose à la fois la plus belle et la plus terrifiante qu'on puisse dire à propos de notre monde et de notre planète. Et c'est exactement ce qu'ont voulu dire, entre autres évidemment, Lovecraft et Junji Ito dans leurs œuvres. Voilà. J'en ai terminé.